Cette vidéo a été sponsorisée par vous. Si vous aussi vous avez l'envie et les moyens de m'aider à la création de ces programmes, des pages de financement participatif se trouvent en description de vidéo. Le bisou. Camarades, bonjour. Comme de coutume sur la chaîne pour cette dernière de l'année, aujourd'hui on va se parler d'un film. Et pour une fois, on va être à peu près dans l'actualité. Puisqu'ensemble, on va parler de Gladiator 2. Et vous inquiétez pas, on n'est pas là pour spoiler, mais surtout pour parler de l'historicité du film. Même si vous vous en doutez, c'est loin d'être brillant. Alors, ce projet de Gladiator 2, vous vous en douterez, si vous avez un état de cerveau qui est à peu près en état de fonctionner pendant cette période de fête, c'est la suite d'un premier film, le simplement nommé Gladiator, sorti en 2000 et réalisé par Ridley Scott. C'est un film que vous avez certainement déjà vu étant plus jeune, ou dont vous avez entendu parler au moins pour une célèbre scène. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Bref, si jamais vous vivez dans une grotte, je vais vous faire un résumé très rapide. C'était l'histoire d'un général romain, Maximus, qui avait eu un pépin puisque l'empereur, Marc Aurèle, avait décidé à la fin de sa vie de quand il cassait sa pipe, c'était à Maximus qu'il voulait léguer le pouvoir et pas à son fils Commode qu'il jugeait plutôt incompétent. Forcément, le fiston l'a mauvaise, il fait assassiner la famille de Maximus et Maximus. Sauf que manque de peau pour Commode, Maximus, lui, s'en sort vivant. Il en a alors une profonde haine envers Commode et va devenir gladiateur dans le but de gagner sa liberté et de se venger de l'empereur. Manque de peau pour lui, il va quand même arriver à ses fins, il va pouvoir combattre l'empereur dans l'arène, le tuer, mais va mourir de ses blessures. Voilà, je pense que j'ai à peu près fâché toute la fandom de Gladiator avec un résumé aussi rapide, mais on n'est pas là pour parler du premier. Du coup, vous me direz, si tout le monde est mort, comment ça se fait qu'on a une suite? On s'étendra pas sur le sujet, c'est l'un des problèmes du film selon moi, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour parler du scénar, mais plutôt de l'historicité de la période et du respect de celle-ci. Car s'il y a bien une chose que Ridley Scott sait faire, ou plutôt savait faire, c'était prendre une période historique, raconter une fiction, et avoir des petites pépites, des bonbons d'historicité sur des costumes, des représentations, des fulgurances comme ça qui faisaient plaisir à voir quand on était fan d'histoire. Je pense notamment par exemple à Kingdom of Heaven ou Le Dernier Duel. Mais ça, pour Ridley Scott, c'était avant. Et on va bien le voir aujourd'hui, Gladiator 2, c'est assez compliqué de le juger finalement. Alors, évidemment, Gladiator 2 ne se veut pas être un film historique. C'est un péplum, certes, mais c'est surtout un divertissement. Comme le premier film, on peut pas vraiment juger Gladiator sur son historicité, je vois pas pourquoi du coup on jugerait Gladiator 2 avec des critères plus sévères. Mais toujours est-il, et en déplaise à Papy Scott, qui semble être le seul à savoir détenir la sacro-sainte vérité de qu'est-ce qui est histo ou non, il a pris des personnages, des lieux et des moments qui existent historiquement. Et ça, malheureusement pour nous, il va s'enorgueillir de faire une nouvelle histoire en exposant des clichés et racontant des choses qui sont complètement divergentes de la réalité historique. Alors que dans les faits, tous ces personnages et ces histoires, il y avait des choses qui étaient pas mal à raconter, sans que ce soit trop tiré par les cheveux et qui étaient un poil plus cohérents. Du coup, c'est con de travestir l'histoire pour en faire un truc un poil incohérent. Alors, d'un point de vue du contexte, Gladiator 2 se déroule pendant ce qu'on appelle la dynastie des Sévères, dans la Rome impériale. À la fin du premier film, je vous le rappelle, on a la mort de Commode qui est buté dans l'arène par Maximus, dans le but de pouvoir réinstaurer la République. Sauf que là, si vous vous dites, comment ça se fait qu'on est encore avec des empereurs dans le deuxième film, c'est que, historiquement Commode n'est pas mort dans l'arène, mais une fois qu'il est mort, Commode, en vrai, va s'en suivre plusieurs périodes de troubles, qui sont craintes, justement, dans le premier film, et expliquées dans le second, mais on va pas rentrer dans les détails. Bref, toujours est-il qu'à la mort de Commode, ça met fin à la dynastie des Antonins, pour aboutir sur une nouvelle dynastie, celle des Sévères. Apparaît une période de troubles qu'on a appelée l'année des 5 empereurs. C'est des conflits qui se déroulent entre 193 et 196. On a plusieurs candidats au trône impérial, 5, c'est bien, vous suivez, mais on va pas s'attarder sur chacun des personnages. Chacun a des légitimités plus ou moins légitimes pour le coup, mais un va émerger, parmi les 4 autres, c'est Septime Sévère, qui va se faire couronner empereur et qui est gouverneur de Pannonie,
en gros la région du Nadum actuel. Bref, le règne de ce nouvel empereur, Septime Sévère, est alors marqué par plusieurs conflits contre ses rivaux et sur le Limès. Il a quand même le temps d'avoir 2 fils, son aîné, Caracalla, et son cadet, Geta, qui seront donc les personnages principaux, ou plutôt personnages principaux, j'imagine quand on parle correctement, dans le Gladiator 2, en comme figure plus ou moins d'antagoniste. Bref, à partir de 198, Septime cherche alors à solidifier sa nouvelle dynastie impériale et associe son aîné à son pouvoir. On a 2 empereurs, Septime Sévère et Caracalla. À partir de 209, c'est son second fils, Geta, que Septime Sévère va associer au pouvoir. Ainsi, sur une période allant de 209 à 211, on va avoir 3 empereurs simultanés pour diriger l'Empire romain. 3 gros empereurs, le père et ses 2 fils, Septime Sévère, Caracalla et Geta. Et ça, jusqu'à peu près février 211, date où laquelle Papa Septime va casser sa pipe, laissant alors les 2 frères comme étant co-empereurs, bien comme dans le film. Sur une période allant de février à décembre 211, date à laquelle, ou spoiler historique cette fois, Caracalla va faire assassiner Geta sous les yeux de leur propre mère. C'est sympa, la famille. Du coup, vous l'aurez compris, comme depuis le début du film on se déroule sous le règne des 2 empereurs et sans Papa Septime, et qu'on se termine avec la mort de Caracalla, encore une fois spoiler historique, on est sur une période allant de 211 à 217. La première partie du film va même se dérouler entre février et décembre 211, date à laquelle où les 2 frères règnent conjointement. Et ça, c'est assez précis justement pour nous faire un peu de contexte historique et géographique sur l'Empire romain de cette période, et comprendre que dans le film, il y a quelques problèmes justement sur qui sont les adversaires et les tenants et les aboutissants de toute la politique impériale et les volontés de Denzel. Alors déjà, pour commencer, et ça tombe bien puisque c'est l'ouverture du film, le premier problème historique que j'ai pu trouver, c'est cette conquête de la cité portuaire de Numidie. Bon, alors d'un point de vue cinéma, on comprend cette scène. Elle est là pour faire écho au premier, avec cette bataille grandiloquente contre les Germains, avec de la musique épique, présenter nos personnages, les antagonistes, et tout ça. Bref, si d'un point de vue du cinéma ça semble réussi, d'après les critiques que j'ai pu en voir, personnellement, je l'ai trouvé moins chouette et moins grandiose que celle du premier film. La bande-son était un peu moins cool, et puis on le verra un peu plus tard, il y avait quelques problèmes parmi cette dernière. Mais toujours est-il que il y a aussi un autre problème, c'est le réalisme de celle-ci. Par exemple, Papy Scott, on se demande s'il a déjà mis les pieds en bord de mer, puisque les trirèmes, arrivent à flanc de muraille, comme ça, de la cité, sans être affectés par le moindre corail, banc de sable, ou même sans que le tirant d'eau soit modifié. Bref, on se demande si Ridley Scott a déjà été voir ce qui se passe au niveau de la côte méditerranéenne, mais passons, on est là pour parler de l'historicité. Non, là où j'ai tiqué, évidemment, historiquement, c'est le choix de cette province à conquérir, la Numidie. Au IIe siècle, ça aurait été beaucoup plus logique, quitte à faire écho justement au premier film, de faire un assaut sur la frontière du Nadum. Bon, j'entends, on aurait encore combattu des Germains dans la forêt, ça aurait fait une sorte d'écho beaucoup trop ressemblant. Mais du coup, quitte à être dans l'exotisme et être loin de Rome, ce que Ridley Scott voulait représenter avec la conquête de la Numidie, on aurait pu choisir un front contre les Parthes, en Orient, ou même contre les Arméniens. En plein IIe siècle, on est en plein dedans, justement, et surtout, gros problème, c'est que la Numidie au IIe siècle, ça fait longtemps qu'elle est romaine. La conquête, c'est du passé, et du coup, ce qui expliquerait beaucoup plus logiquement ce que notre personnage principal, Lucius, fait dans cette cité. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour parler du scénario, alors regardons un peu plus tôt qu'est-ce qui s'est passé. La conquête de la Numidie pour Rome, ça a été un gros morceau, un peu comme la conquête de Carthage. Elle s'est déroulée à l'époque de la République, donc bien avant les événements du film. Elle découle de la prise de Carthage, justement, après les guerres puniques. Pour vous situer un peu le bousin, la Numidie, c'est une région qui aujourd'hui correspond en majorité au territoire algérien, mais qui s'étend également sur le Maroc, la Tunisie et la Libye. Cette guerre est alors assez violente et on la trouve dans les sources comme étant nommée guerre de Jugurtha, du nom du roi des Numides. Elle a duré environ 7 ans et se conclut avec la capture du monarque, Jugurtha. Le roi des Numides a été capturé par les morts et s'en est suivi alors de la séparation du royaume en 2 parties. La partie orientale, à savoir la partie libyenne et tunisienne, a été incorporée à l'Afrique romaine, récemment conquise après la prise de Carthage. La partie occidentale, elle, du Maroc à l'Algérie, a été confiée au royaume de Maurétanie, un état client de la République. Bref, le royaume de Numidie n'existe plus, et ça depuis 105 avant l'ère chrétienne, alors que là, on se déroule aux alentours de l'année 200 de l'ère chrétienne. Autant vous dire qu'il s'en est passé du temps entre la capture et le film.
Bref, un petit peu plus tard, au 1er siècle de l'ère chrétienne, l'empereur Claude, le même empereur qui est mentionné par Commode dans le premier film, va en finir pour de bon. L'état client de Mauritanie est annexé, et c'est la fin de tous les royaumes indépendants ou semi-indépendants du Maghreb. Toute la région fait partie de la province romaine, et donc du coup, il y a aucune raison que sous les Césaires, on décide comme ça de capturer une région de Numidie. Surtout que j'ai eu beau chercher, mais des cités portuaires de cette importance, en Numidie, j'ai pu en trouver que 2, Césarée et Saldae. Et à cette époque, au 2e siècle de l'ère chrétienne, aucune des deux ne s'est rebellée contre le pouvoir romain. Donc vraiment, il y a rien à en tirer. On aurait mieux fait d'aller faire un tour chez les Parthes, pour une fois. Bon, par contre, le coup du roi numide, qui s'appelle Jugurtha et qui défend la dernière cité, ça, j'ai trouvé que c'était marrant. C'est un bon clin d'œil à l'historicité, ça fait écho justement à la guerre contre les Numides, c'est chouette, mais je pense, ou du moins j'espère, que c'est juste un clin d'œil, et pas une tentative anachronique de mettre l'antagoniste de Rome contre l'Empire. Pas que l'anachronisme serait dérangeant, on est dans une fiction, c'est un divertissement, donc pourquoi pas, mais simplement parce que le destin que va avoir Jugurtha, on va rien vous spoiler, vous inquiétez pas, est bien différent de celui historique qu'il aurait dû subir. À titre de comparaison, imaginez si on avait une tentative anachronique de présenter par exemple Hannibal dans le premier film, et qu'aurait fini comme serviteur de Marc-Aurèle. C'était un peu con, ou pour peut-être mieux vous parler, une sorte de Vercingétorix qui aurait terminé en Bernard de la Conta. On serait sur quelque chose de tout autant historique. Bref, j'espère que c'est juste un clin d'œil, c'était marrant, et on peut passer à autre chose. Bon, et sinon, puisque ça c'était pour le contexte historique, faut savoir à peu près où est-ce qu'on va mettre les pieds, mais est-ce qu'on a justement ces petites pépites historiques que Papy Scott sait souvent nous faire? Oui et non. On a quelques trucs qui sont assez marrants, qui sont historiquement plutôt bons, et d'autres complètement anachroniques, fantaisistes ou même complètement au chou. Alors, on n'oublie pas, dans le premier, par exemple, on avait des Germains qui combattaient avec un carnix. Je vais vous en mettre une image par là, si j'y pense. C'était en fait une sorte d'instrument de musique gaulois, donc pas du tout une arme, pas du tout détenu par des Germains, du moins à ma connaissance, faudrait peut-être faire des recherches là-dessus, je me suis peut-être un peu trop avancé, mais toujours est-il que là, on a des trucs qui font à peu près écho pareil. Mais on a surtout du matériel qui est complètement anachronique, et encore plus que dans le premier, je trouve. À titre d'exemple, pour la cité de Numidie, les défenseurs vont se défendre avec un trébuchet à contrepoids. Alors c'est bien, il a sûrement récupéré ça de Kingdom of Heaven, Papy Scott, mais le trébuchet à contrepoids, il apparaît que 1000 ans plus tard, au XIIe siècle. Comme ça vous dit pas trop grand chose, mais dites-vous que par exemple, c'est comme si vous regardiez un film sur la Seconde Guerre mondiale, et que les types, combattaient en côte de maille, en casque nasal et en épée à une main. Oubliez les armures de plate, les épées à deux mains, tout ça, ça n'existe pas. Encore. Ou à titre de comparaison plus moderne, si vous voulez, une guerre qui se déroulerait aujourd'hui, comme par exemple le conflit en Ukraine, si on verrait par exemple l'utilisation d'un trébuchet, on serait plus proche de son utilisation historique qu'à l'époque du film, puisque entre la création du trébuchet et le 2024, il se déroule environ 800 ans, et qu'entre le 2e siècle de l'ère chrétienne et la création du trébuchet, il y en a 1000. Après, pour le reste, je sais pas si je vais arriver à trouver des images dans les trailers, puisque je veux pas vous spoiler justement des parties du film, on a quand même du matériel, assez anachronique, mais qui historiquement est plutôt carré, qui sont tirés de plusieurs films, j'imagine, mais on se retrouve avec des casques laténiens gaulois, des côtes de mailles gaulois, justement, des équipements macédoniens probablement tirés d'Alexandre, du moins il y a des pièces qui ressemblent un petit peu, des étoiles du matin médiéval, bref, un florilège du péplum habituel, du matériel complètement non historique et anachronique, au même titre que le premier Gladiator, avec la jolie collection de casques, je sais pas si vous vous rappelez, où dedans on se retrouve là avec des nasales, des casques scandinaves, des trucs alto et tardo médiéval, bref, un florilège de tout, sauf du romain du 2e siècle. Après, ça, c'est pour le côté barbare, justement. C'est la scène d'ouverture, comme dans le premier film. On n'oublie pas, justement, la scène du Carnix. C'était assez habituel de la part de Ridley Scott de faire un conglomérat de tout ce qui pouvait exister plus ou moins, histoire de montrer une espèce de masse informe et du petit qui combat contre le grand et organisé. Mais si, là où dans le premier ça marchait bien, puisque Ridley Scott avait réussi à se procurer des lorica segmentata, le cliché de l'armure romaine, qui était plutôt bonne, justement, historiquement dans le premier film, là, au niveau du costume, c'est n'importe quoi. Déjà, les légionnaires n'ont aucune formation de combat, ça c'est habituel, mais les costumes qu'ont les légionnaires romains, ils sont plus proches de ressembler à des légionnaires impériaux d'un Elder Scrolls qu'un véritable légionnaire romain. Toujours est-il que ça,
c'est pour l'ouverture, pour le reste évidemment, pour la gladiature, c'est la fête du slip. Les costumes, les armures, rien ne va, le coup de chevaucher un rhinocéros avec une étoile du matin, le coup d'une armure de cuir qui résiste à bout portant à des frappes d'estoc d'une lance, bref, toutes ces joyeusetés, je vais vous laisser réfléchir, et surtout apprécier si c'est divertissant ou non, et si ça vous va ou pas. Personnellement, je pense que vous savez déjà ma réponse. Côté représentation, le film va surtout se concentrer sur Rome, et comme pour le premier, la localisation des bâtiments, du relief, du Tibre, des murailles, tout ça, y a pas grand chose qui va. Mais là où le film est encore plus fort, c'est que c'est même pas les localisations que le premier film avait fait, c'est-à-dire que vous prenez une image de Gladiator 1 et de Gladiator 2, et la cité est complètement différente. Je veux bien qu'il y ait 20 ans d'écart qui soit découlé entre la mort de Commode et le règne des Sévères, mais la ville n'a pas pu évoluer autant. C'est clairement pas la même cité, et du coup, niveau cohérence, moi ça me fait tiquer. Pareil, c'est plutôt, je pense, une sorte de sentiment de flemme de l'équipe de réalisation du film de faire la suite du premier film. La suite logique aurait été faite avec les plans, avec les souvenirs de chacun, histoire de se dire voilà à quoi ça ressemblait à peu près. Mais là, on semble être parti de zéro. L'équipe a dû se concentrer, de faire à base de on avait dû faire comme ça, je crois, dans le premier, et qui expliquerait toute la différence entre les bâtiments. Et ce genre de flemme a même été poussé jusqu'aux inscriptions. Par exemple, dans le premier film, que ce soit sur les frontons des bâtiments, ou même sur les tableaux noirs où étaient écrits les paris, tout était écrit en latin ou en tentative de latin. Mais là, on n'a plus rien à foutre, il n'y a plus d'efforts, on passe carrément aux inscriptions inscrites en anglais. Si vous avez vu le film, vous savez de laquelle je parle en particulier, et franchement, ça fait mal. Et forcément, comment parler du relief et de la géographie qui fonctionnent pas, sans parler, du Rubicon. Ou du moins, ce dernier n'a pas été mentionné comme étant, mais c'est clairement lui. Le symbole est fort, la scène finale du film se retrouve autour de celui-ci, et la volonté des soldats d'attendre les ordres avant de vouloir le traverser d'un côté ou de l'autre, montre bien, selon moi toujours, que c'est une volonté de représentation du Rubicon. Le problème, c'est que si, au niveau du romantisme, c'est chouette d'avoir cette scène, le Rubicon, il avait une certaine importance, quand même, pour la République romaine. C'est un fleuve, ou plutôt une rivière, je sais jamais trop la différence, qui se situe à 300 bornes au nord de Rome. C'est une frontière qui était censée empêcher les généraux de venir dans le Latium avec des armées. Même si, là aussi spoiler, avec l'histoire d'un certain Jules, ce dernier ne l'a pas empêché. Bref, toujours est-il qu'une fois ce Rubicon franchi, normalement les mecs avaient 300 bornes à faire jusqu'à Rome, ce qui laissait le temps à la cité de préparer des troupes, des armes, et comme ça, aller lutter contre le général Rodega, normalement. Là, le fait de le trouver à 50 mètres sous les murs de Rome, non seulement c'est complètement con, mais en plus, c'est que si les mecs avaient des armes de siège, ils pourraient complètement canarder Rome sans traverser le Rubicon. Autrement dit, ils auraient attaqué la capitale sans que ce soit illégal. Ça aurait été mais d'une connerie absolue. Et ce serait pas la première du film. Puisque, niveau connerie, vous vous en doutez, la gladiature, y a rien qui va. La représentation n'est pas bonne, les combats, on n'en parlera même pas, mais ça, c'est plutôt un écho au premier film. Dans le premier, déjà, y a rien qui allait. C'était plutôt une sorte de divertissement et de romantisation de ce qu'était un combat de gladiateurs. Donc bon, encore une fois, on peut pas vraiment juger le 2 sur ça sans faire la même cartouche au premier film. Le film de Ridley Scott se veut être un divertissement, donc pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'encore une fois, c'est le cliché que ce film veut véhiculer sur la gladiature qui va douiller. Alors sur les combats, je vais laisser d'autres en parler mieux que moi, mais toujours est-il qu'il y a 2-3 trucs qui déconnent, comme par exemple l'exécution par les babouins en CGI. Déjà, vous en doutez, la CGI ça existait pas à l'époque, on aurait pu prendre des vrais babouins, et même si, historiquement, j'ai rien trouvé si c'était des babouins ou pas, généralement, on avait plutôt des animaux exotiques, des félins ou des pachydermes, histoire que le truc soit un poil impressionnant, et que le croquant lambda qui soit allé dans l'arène pour assister à ça, voit quelque chose qu'il ne voit pas tous les jours. Pas qu'il voyait des babouins tous les jours, mais vous m'avez compris. Toujours est-il, par contre, que l'exécution, comme ça, d'esclaves, avec des animaux sauvages, ça, pour le coup, c'était bon. C'est un cliché, certes, mais qui fonctionne. Non, là où ça va pas, avec ces exécutions, c'est les personnages qui sont exécutés. Si la plupart sont des capturés après la prise de la Numidie, pourquoi pas, le fait que là, malheureusement je vais être obligé de spoiler, mais c'est l'ouverture du film, qu'on ait Jugurtha, c'est complètement con. Déjà parce que le vrai Jugurtha n'a pas fini comme ça, il va finir, comme la plupart des prisonniers politiques romains, exécuté soit étranglé soit affamé dans une geôle, mais généralement
Un monarque, surtout un monarque comme lui, eh ben, on le capture et on le garde bien au chaud. On va l'exhiber lors d'un triomphe, et quand on n'en a plus d'utilité, on l'exécute des années ou des mois plus tard. Mais pas 3 jours après la capture de la cité, dans une arène de banlieue de Rome, et ça, par des babouins en CGI, encore une fois. Pour le reste des animaux, eh ben, ai-je besoin de le préciser, mais les requins, c'est non. Pas que c'est compliqué à déplacer des requins depuis la Méditerranée jusqu'à une arène, hein, ça les Romains étaient peut-être assez fous pour le réaliser, mais plutôt parce qu'on le verra plus tard ça, et ben dans une arène, pendant les naumachies, il est peu probable qu'il y ait assez de flotte pour pouvoir y mettre des requins en plus des bateaux. Généralement, s'il y avait un banc de sardines, c'était déjà pas mal. Le coup de chevaucher un rhinocéros, là aussi, ben évidemment, c'est un non, ai-je besoin de le préciser. Et en plus de ça, eh ben l'exécution des gladiateurs par animaux, ce qui correspond justement aux requins et aux rhinocéros par rapport aux babouins dans le film, et ben là aussi, c'est un non. C'est des scènes très particulières, des combats de gladiature, c'est ce qu'on appelle des venationes, et qui sont en gros des scènes de chasse. Ces venationes peuvent alors varier d'un show à l'autre, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Pour les Romains, un spectacle de gladiature, c'est un show. C'est la même chose que si vous alliez voir un combat de MMA ou de catch, par exemple. Bref, on pouvait en avoir plusieurs types. Les plus répandus étaient les massacres d'animaux par centaines, voire peut-être même par milliers, par des chasseurs expérimentés ou plutôt entraînés à ce genre de spectacle, dans des manières d'exécution, de se comporter, etc., histoire qu'il y ait un semblant de faux suspense. Mais on pouvait aussi avoir des combats d'animaux contre d'autres animaux, ça faisait partie de ce genre de spectacle, voire même quelques exemples de dressage ou de spectacles de domestication. Bref, vous l'aurez compris, c'était les jeux du cirque au sens cliché, peut-être contemporain actuel, où on avait des spectacles avec des animaux. Ensuite, concernant les naumachies, à savoir les spectacles de bateaux dans l'arène, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre pendant les trailers, et bah ça, c'est un oui, c'est des choses qui ont réellement existé, le Colisée semble en avoir eu même quelques-unes, mais à l'époque de Caracalla, eh ben non, c'est anachronique. À cette époque, d'après l'archéologie, visiblement, les infrastructures du Colisée ne pouvaient plus se permettre d'accueillir des naumachies, il y avait plus de quoi de retenir de la flotte ou d'en apporter jusqu'au Colisée. Bref, c'est chouette, mais c'est anachronique. Si jamais ça vous intéresse, ces naumachies les plus connues étaient celles qui se sont déroulées sous les règnes de César, Auguste et Claude. Et le Colisée, eh ben il n'existait pas encore. À cette époque, il n'était pas construit. Donc déjà, niveau décor, ça change pas mal. Pour César, par exemple, les naumachies avaient probablement eu lieu dans un canal qui a été creusé via le Tibre. Pour Auguste, là, on avait carrément construit un bassin, et même aujourd'hui, j'ai pas beaucoup trouvé d'infos certifiant sa localisation. Quant à Claude, par exemple, là, eh ben c'était sur le lac Fucin, un lac qui a été asséché un peu plus tard. Bref, vous l'aurez compris, les naumachies c'était avant le Colisée, en majorité, et on se servait d'infrastructures aquatiques déjà existantes, comme le Tibre ou des lacs, c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. En ce qui concerne les autres naumachies, c'est Dion Cassius et Suétone qui en parlent le plus. D'après eux, eh ben il y en a eu une sous Néron qui aurait fait construire une arène de bois spécifique sur le champ de Mars pour accueillir un tel spectacle, et si vous avez vu la série Those About to Die, les deux empereurs Titus et Domitien auraient fait chacun 2 naumachies. Une chacun dans un bassin différent du Colisée, et une chacun dans le Colisée. Pour ce qui est de l'après-Domitien, eh ben on a peu de mentions ou de preuves archéologiques de ces naumachies. On sait simplement que quelque part entre 85 et 89 de l'ère chrétienne, donc sous Domitien, le Colisée a eu son réseau de souterrains, et donc, vraisemblablement, c'était plus possible d'accueillir des naumachies pour cette arène, comme mentionné un petit peu plus tôt. D'ailleurs, quand on lit les descriptions de ces naumachies en arène, bien spécifiquement, ou même celles du Colisée, eh ben, on nous décrit des scènes qui sont presque ridicomiques, avec probablement très peu d'eau, et Dion Cassius, par exemple, parle plutôt d'exhibition aquatique, avec par exemple des animaux, ou des navires dotés d'un mécanisme pour simuler des naufrages. Faudrait donc imaginer une sorte de spectacle à la Puy du Fou dans 30 cm d'eau, avec des barques, avec des sardines et des animaux qui pataugent. Pour les trirèmes et autres bateaux plus spécifiques et plus gros, là, c'était probablement beaucoup plus rare et dans des bassins spécialement destinés à accueillir ce genre de spectacle, comme le canal du Tibre ou le lac Fucin, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Concernant la formation du gladiateur, et bah là, c'est à créditer pour le film, il a réussi un exploit. Déjà que le premier était très peu précis sur comment on formait un gladiateur et qu'on y passait très peu de temps, là, on y passe encore moins de temps et c'est encore pire.
On a une séance de rameur, et c'est tout. Le type est présenté devant les empereurs même pour un combat d'exhibition contre le champion invaincu de la cité, et il le bat comme ça en 3 coups de cuillère à peau. Bon, par contre, là, c'est à mentionner, cette fois par rapport au premier, on a un médecin, et un médecin même qui est plutôt cool. Il est là pour faire quelques petites piqûres de rappel, histoire de nous expliquer que la plupart des gladiateurs vont plutôt mourir d'infection des suites des combats dans l'arène, que de la mort directement dans l'arène. C'est histoire comme ça de débunker un peu le fait que quand on fait un combat de gladiateurs, c'est toujours à mort, et que les mecs meurent tout le temps. Non, les gars, justement, c'était des superstars. Je vous le disais, on pourrait les comparer à des champions de MMA ou de catch. C'est des types qui sont suivis par des nutritionnistes, par des médecins, par des kinés. Ce sont des superstars, des célébrités. Ils sont là pour rapporter du pognon, et un gladiateur, ça coûte cher. Et donc du coup, on l'exécute que dans de très rares cas, ou alors pour de gros privilégiés qui ont les moyens de raquer. Le film tente de débunker ça, et pour une fois, ça c'est plutôt chouette. Enfin, dernier petit sujet dans lequel je voulais parler avec vous à propos du film, et ben c'est évidemment les personnages historiques. Alors encore une fois, vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous spoiler les films, mais simplement pour vous faire une petite piqûre de rappel sur qui était qui, puisque beaucoup ont existé, et leur vie, était pas mal documentée, pour certains. Et du coup, je vais vous laisser seul juge, une fois le film regardé, de savoir de qu'est-ce qui diverge ou non, et qu'est-ce qui aurait été mieux au final ou non de faire, ou surtout, de ne pas faire avec eux. Alors, le premier dont j'aimerais vous parler est pour moi le personnage principal du film. C'est son histoire. Il est là de toutes les péripéties, c'est de loin le personnage principal de l'histoire, et je parle bien sûr de Macrinus, joué ici par ce bon vieux Denzel Washington. D'après Dion Cassius, Macrinus était alors un aristocrate romain. Il serait né en Mauritanie césarienne, et aurait une formation d'homme de loi. Il se ferait de nombreux amis parmi les puissants de Rome, et ainsi il aurait arrivé à entamer une carrière équestre sous Septime Sévère. C'est une sorte de cursus un peu pompeux, qui en gros correspond à des citoyens riches mais qui n'ont pas les moyens ou le nom pour devenir sénateur. Macrinus gravit alors petit à petit les échelons de l'aristocratie romaine, et finit même par devenir préfet du prétoire sous Caracalla, autrement dit, le commandant de la garde prétorienne. Jusqu'en 217, où il complote contre Caracalla, le fait assassiner, pour se faire lui-même couronner empereur, et finira assassiné à son tour, une quinzaine de mois plus tard, par ses propres troupes. Concernant Lucius, qui est le personnage principal du film, mais qui est complètement apathique selon moi, ça va aller vite. Car Lucius Verus, le vrai, il meurt jeune sans qu'on ait trop d'infos. Voilà. Après, Lucilla, sa mère, aurait eu un second fils, un certain Lucius Aurelius Commodus Pompeianus. Le nom est pompeux. Mais bon, du coup, qui, vous en doutez, n'est pas le bon, car lui ne s'appelle pas justement Lucius Verus, comme mon père, comme le disait dans le premier film. Non, celui-là s'appelle comme son père justement Claudius Pompeianus et a une histoire assez courte. Il a la carrière type d'un noble romain, il sera même consul sous Septime Sévère et se fera assassiner par Caracalla dans le but de supprimer tous ses rivaux au trône impérial. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre des Lucius, leur destin est bien différent dans le film. Concernant Lucilla, qui fait son retour, en revanche, là on a un souci, et même un gros souci, car la date à laquelle le film est censé se passer, aux alentours des années 211-217, elle est morte depuis une bonne trentaine d'années. C'est la fille de Marc Aurèle, c'est la sœur de l'empereur Commode, et en 182, elle intègre avec son mari un complot visant à éliminer son frère. Elle se fait choper, est condamnée à l'exil à Capri, et meurt assassinée sur l'hôte de Commode. Concernant les empereurs, Caracalla et Geta, ce sont bien deux frères qui ont régné conjointement sur une période février à décembre 211. Des deux, c'est Caracalla l'aîné, c'est celui qui a le plus d'ambition et qui semble aussi avoir le plus d'expérience. C'est le premier à régner conjointement avec son père, Septime Sévère, puis avec son petit frère, Geta. Des deux frères, Geta par contre semblait avoir la préférence de la noblesse romaine. Il était un peu moins dépensier et peut-être un poil plus manipulable. Ceci dit, les deux frères ne semblent pas s'apprécier, ou du moins se craindre. Les deux s'évitent au maximum, on les voit quasiment jamais dans la même pièce, et n'essaient de jamais se trouver au même endroit au même moment. Ils sont toujours accompagnés de leurs gardes personnelles respectives, craignant toujours un assassinat de l'autre. Ce que Caracalla finira quand même par réaliser en décembre 211, alors que Geta a une vingtaine d'années. Le règne solo de Caracalla est alors pas mal marqué par des conflits et des dépenses, surtout sur le Limès, entre 213 et 219, date à laquelle, à son tour, il va se faire assassiner par son préfet du prétoire, Macrinus, qui joue sur le côté tyran et impopulaire de Caracalla pour réunir des soutiens et une légitimité. Alors,
Quoi dire, au final, de ce Gladiator 2 ? Je pense que vous vous en doutez, mais j'ai pas vraiment apprécié ce film. Cette suite était inutile, le scénario repompait un max celui du premier film, et quant à la partie création lors de la deuxième partie du film, eh ben ça tient pas bien la route. Toujours est-il qu'historiquement ça vaut pas grand chose, mais le premier film aussi, on était plus sur une sorte de grand spectacle, de démonstration et de divertissement. Du coup, si vous voulez mon avis, si vous voulez mater un Gladiator en cette fin d'année et passer un bon moment, eh ben matez plutôt celui-là. Le premier est indémodable, et vous passerez clairement un meilleur moment. À l'année prochaine, le bisou. Merci à tous les membres de la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou KissKissBankBank pour la production de cette vidéo. Si vous aussi vous avez l'envie et les moyens de soutenir mon travail, vous pouvez retrouver les pages de financement participatif en description. Vous pouvez aussi m'aider en téléchargeant l'application de quiz historique Chronica, sur laquelle je bosse avec d'autres vidéastes d'histoire et qui est disponible gratuitement sur iOS et Android. C'est un moyen sympa et gratuit de me soutenir moi et tous mes camarades, si le cœur vous en dit bien sûr. Prenez soin de vous, rebisous.